texte de Louis Courdan, raconté par Razal Chirnix, avec les interprétations de Lucie Capi, de Clara Langumier, d'Axel Zarif, de Dorina Sana et de Wachou, et avec les participations de Émeline Watrin, Sophia Drissi, Léna Vercouter, Sacha Minet, Frédéric Fauveau, Manon et Célia Boucher, Francis et Emmanuel Cornard, et Louis Courdan. Que la chasse pour l'homme commence! Et c'est la soirée qui démarre. Une dizaine de participantes lourdement armées s'élancent dans un sprint jusqu'au centre du stadium. Une cochonne en robe de chambre prend son envol pour se faire neutraliser par le canon anti-aléa. Ah, dommage! Car oui, voler c'est utiliser l'aléa, pour ceux qui se posent encore la question. C'est trop bête de partir comme ça, Michael. Personnellement, ça me brise le cœur. Entre le bruit, la foule, les lumières, les voisines qui ne franchissent pas la barrière du départ, la demi-porc ne bouge pas un sabot. Son groin cherche plus d'air pour aider ses poumons à respirer, mais sa cage thoracique semble trop petite pour en accueillir davantage. Ses muscles n'ont plus l'air d'avoir envie de porter ses armes qui deviennent subitement si pesantes. Et ses pupilles, elles arpentent les informations qui s'agitent devant ses yeux. Elle s'arrête sur une fille en mini-short qui bat en retraite. Elle est en train de gifler une cinquantenaire balafrée alors que celle-ci tient fermement une tronçonneuse dans ses mains. Ses pupilles reprennent leur analyse. Cette fois, elle remonte une meute de groupies qui franchissent saines et sauves la barrière du départ pour rejoindre leur place dans les gradins, échappant juste à temps à leur funeste destin. Son regard tapisse enfin l'ensemble de l'arène. De la pelouse trop verte pour être tachée de sang, jusqu'à la grisaille des façades pullulantes de spectateurs avachis sur leur transat bon marché. Elle n'a même pas à les regarder pour sentir leur comportement. Bouche ouverte, bave au bord des lèvres, les yeux hypnotisés par la détermination des candidates, leurs fesses se décollant de leur fauteuil au fur et à mesure que la tension monte, les laissant dans une position demi-assise qui les pousse à faire l'ultime effort de leur soirée, avant de passer la relève à celles qui vont se foutre sur la gueule. Respire. Faudrait vraiment être courageuse pour abandonner maintenant. Suite à ces paroles, la voisine de la sans-mêlée rebrousse chemin et s'en va comme si de rien n'était. La guerrière au groin attentif la suit du regard avant de reprendre ses yeux pour les accorder à l'homme de la situation. En attendant, il y en a qu'à Entre flou confortable et révélation soudaine, concentre-toi. L'observation de la structure suspendue paisiblement au-dessus de ce rassemblement hystérique fait naître dans le cortex de la moitié de cochonne une moitié d'idées. Elle passe sous la barrière et démarre à son tour une course effrénée. Elle longe la rambarde dans le sens horaire à la recherche d'une adversaire. Son poignet frappe d'un coup sec dans le premier talon qu'elle rencontre. Elle poursuit son action et recommence sur la femme suivante, puis la suivante, puis la suivante. Encore prise dans la stase de l'hésitation ou occupée avec d'autres combattantes, ses victimes sont prises au dépourvu. Les corps fauchés s'affalent sur le sol. Très bien exécuté. Quant à l'échelle, elle se dresse au milieu du stade, mais au mauvais endroit. Elle retombe immédiatement poussée par ces quelques gamines qui n'arrivent pas à s'accorder. Pendant qu'elle se tire les cheveux et se griffe les avant-bras du bout des ongles, en bord de piste, une humaine en cape noire encaisse un coup de batte de baseball dans le dos. Même si son genou est à terre, cette femme violemment touchée fait volte-face et répond d'un coup vif de ce qui a l'air d'être une épée. Une épée sans lame, à la place de quoi une longue tige épaisse et métallique la remplace. Elle dévoile à son ennemi lors de ce demi-tour son armure ancienne soigneusement entretenue, ainsi que son aume de chevalier estampillé de 3 segments de taille identique. Suite à ce coup fracassant, la femme à la batte vacille en arrière. La noble cuirassée attend de voir si son adversaire reprend ses esprits, sans oublier de rester en alerte. Elle se baisse, échappant à une série de 2 coups de couteau venant de derrière. Proche du sol, elle assène une balayette rapide qui fait tomber cette couarde qui l'a prise à revers. Face à des ennemis arrivant de plus en plus en nombre, elle ne tarde pas à courir vers le centre du stade pour leur échapper. D'autant plus qu'en bord de piste, les filles tombent comme la foudre. Il est préférable de ne pas attendre la raison de ces chutes et se focaliser sur l'objectif premier. Les premières participantes sérieusement armées arrivent au milieu, usant de leurs lames pour trancher dans de la femme. Et impact! Tu dois voir. Chez lui, le public se lève. Heureux, comblé, enchanté, épanoui. Ce qui se produit actuellement leur permettra dès demain de raconter à leurs collègues de bureau que
C'était vraiment bien hier soir. Ils auront également le plaisir de rappeler cette anecdote durant chaque réunion de famille jusqu'à la fin de leur destination, ce qui, au fur et à mesure, gravera cet événement de plus en plus profondément dans leur mémoire, démultipliant la beauté de ce moment pour qu'il devienne inégalable, oubliant cependant la belle journée de merde qu'ils avaient endurée autour de cette trop bonne soirée. De ce qui se déroule dans l'arène, il est difficile d'en déceler une vérité précise. Ouais. Pour certains, nous faisons face à un sublime chaos orchestré par la rage de vivre, où des guerrières aveuglées par l'amour sautent la vie par peur de mourir seules. Pour d'autres, ce sont des épées qui tapent sur des filles et des boucliers qui protègent des épées, et des épées qui tapent sur des filles, et puis il y a des filles qu'on croit qu'elles vont mourir, mais en fait non, donc elles tapent avec leur épée, et puis en fait elles meurent quand même. Mais qu'importe les points de vue qui divergent à cet égard. Au moins, ça rassemble les gens. Pendant ce massacre, la hache de l'humano-cochonne continue de s'abattre entre les pièces d'armure et de sectionner les vêtements qui protègent les talons d'Achille. La lame aiguisée pénètre facilement la diversité pédestre de cette zone de combat. Armure légère, pieds de porc, baskets, souliers de cuir, claquettes, chaussettes. Toutes leurs propriétaires rejoignent le sol dans un mouvement de domino. Tout à fait. Au bout de 6 femmes à terre, les participantes commencent à comprendre la technique employée et à guetter l'arrivée du boulet de canon. Par réflexe, la prochaine cible de cette guerrière lancée à pleine vitesse demi-tourne et s'apprête à protéger ses pieds de son bouclier. Une stratégie établie bien tardivement. Le bras métallique de la mi-cochonne s'abat dans la glotte de sa victime. Elle relève les bras pour se tenir la gorge. La demi-truie en profite alors pour lui péter le tibia d'un revers de sa hache. Vous avez vu Des 50 femmes, 27 sont encore en lice. Des centaines de groupies qui ont tenté leur chance, seulement 7 sont encore debout. Ou plutôt sont en train d'imiter la gestuelle des corps mourants qui tartinent l'arène. Seule manière d'avoir une infime chance de survivre en passant pour inoffensive. À bout de force, après avoir géré 3 duels acharnés, une participante palote s'affale sur le sol, incapable de bouger, et reste allongée comme une planche face contre terre. Une sorte d'euphorie générale donne l'impression que si l'on meurt ici, ce n'est pas très grave. Comme si on ne faisait que perdre une partie de jeu. On en oublie presque que la vie a un prix lorsqu'on se fait découper sur des applaudissements. Un pied surhumain en métal écrase le crâne de la famille. Lorsqu'il se retire, la compote de visage laisse sous-entendre que le poids de cette chose est démesuré. Si cette femme avait encore une tête, elle l'aurait sûrement levée pour constater que ce qui vient de lui ôter la tronche est... Alder Zibou, mesdames et messieurs! Je dirais qu'aujourd'hui, il a opté pour une armure en matelas-mousse. Voilà une curiosité pour se battre. Qu'est-ce qu'il nous réserve cette fois-ci? Cette lourde masse spongieuse quitte sa victime en laissant derrière elle, à la façon d'un escargot, une traînée baveuse dans chacun de ses pas. La chose suinte d'un peu partout et mousse comme une serpillière qu'on essore. Malgré son apparence humanoïde, le déplacement de cette chose semble mécanique. Une grosse proéminence dans son dos est aussi recouverte de l'étrange matière moelleuse et jaunie. Le petit cockpit grillagé situé au-dessus d'un mégaphone laisse apercevoir une tête de moustachu à lunettes, aux cheveux parfaitement peignés, comme la pelouse. Les armes contendantes utilisées pour le frapper rebondissent sur le mastodonte, alors que les épées semblent se bloquer à l'intérieur de lui, attirées par une énergie magnétique cachée sous l'épaisse carapace éponge. Ouais. Une maigre guerrière venant d'asséner un coup de cimeterre prend appui avec sa botte contre cette drôle de protection pour sortir son arme bloquée. Oh, plus fort. La pression de sa chaussure contre la chose fait sortir une espèce de jus visqueux qui lui coule dessus. Elle retire tout de suite son pied, mais il est déjà trop tard. Le liquide s'est infiltré. Son pied et les parties de sa jambe touchées par la mixture commencent à se surdévelopper. Oula! Son vêtement se déchire et sa peau se tend et se tend. Aux endroits affectés, les muscles du corps de la femme grandissent démesurément au point que cela en devient un fardeau. Incroyable. Désarmée et atrophiée, cette assaillante tente de s'échapper en traînant sa patte, mais les bras de l'engin mécanique la projettent sur le sol, éclaboussant son dos qui subit le même sort que sa jambe. Waouh! Parmi les rampantes, certaines reviennent à leur point de départ, impatientes d'être soignées.
D'autres s'efforcent de se relever, néanmoins sans pied fonctionnel et avec le fardeau de la douleur qui achève l'ego blessé. Elles évitent toute possibilité de combat. Une seule d'entre elles se relève pour se diriger à nouveau vers la boîte en verre. Sa chaussette est sectionnée. La blancheur de celle-ci a viré au rouge. La claquette qu'elle possédait entre ses orteils quelque temps auparavant est maintenant quelque part dans l'herbe. Elle ne titube même pas. Son sarouel empêche de pouvoir identifier clairement les formes de ses jambes. Son visage est caché par une importante chevelure blanche qui donne l'impression d'envelopper sa tête sous une cloche touffue et soyeuse. Elle remet sa frange en place. Elle ramasse ses lunettes de soleil et commence à marcher jusqu'au centre, les mains dans les poches de son blouson. Un blouson si rapiécé qu'on ne peut même pas connaître le tissu qui en est à l'origine. Un blouson cousu sous le nom de Morse, en grosses lettres dans son dos. Ses armes ne sont pas tombées dans sa chute, non. Elle n'en a simplement pas. Au centre, beaucoup de candidates ne sont plus en état de combattre. Seules 3 continuent de se mesurer à la chevalière en cape noire qui a récemment rejoint la mêlée, il y a moins d'un sablier. Elle continue d'enchaîner les victoires avec prudence et concentration, puisant une grande partie de son énergie, transpirant dans son armure suite aux efforts qu'elle fournit. L'échelle a eu le temps d'être à nouveau bien placée. Elle est posée sagement sur le trophée, en attendant que quelqu'un daigne l'escalader. Profitant de ce moment de flottement, une jeune fille en legging tapie dans les éliminés se lève discrètement pour rejoindre l'échelle. Ah oui. Une fois à proximité de celle-ci, elle y grimpe à vive allure. Waouh! Elle saisit les échelons un par un pour gravir le chemin de la victoire. Elle s'approche de cet être de toute beauté. La main de la jeune fille s'approche de la vitre qui garde son dû. Son regard est fasciné par la tendresse du jeune homme. La paume blessée de la douce pourra bientôt ressentir la fraîcheur du verre auquel elle souhaite accorder son toucher. Mais elle s'en éloigne gentiment contre sa volonté. La femme porteuse d'armure en contrebas vient tout juste de tacler l'échelle qui glisse contre la paroi vitrée. La jeune fille n'a pas le temps de réfléchir. Elle se cramponne à son échelle comme si sa vie en dépendait. Démarche absurde puisqu'elle rejoint le sol avec elle en cassant ses doigts lors de l'impact entre la terre et les barreaux. Le bois vole en éclats. La chevalière a échangé ses bâtonnets contre une tronçonneuse. Elle découpe l'entièreté de l'échelle, se rapprochant de la jeune fille qui est sur son passage. La proie recule et recule encore. Les morceaux de bois jaillissent des 2 côtés au passage de cette séparatrice de l'échelle. Ce nouveau prophète de la destruction cesse sa découpe. La fille se retrouve contre l'herbe fraîche qui lui rassure le dos. Elle essaie de voir à travers les interstices du casque de son agresseuse, mais elle ne parvient pas à deviner ses intentions. La femme en armure jette la tronçonneuse sur le côté, puis sort à nouveau ses bâtons métalliques. Elle fait volte-face. La jeune fille, éreintée, laisse tomber sa nuque en arrière. Comme toutes les autres qui le font déjà, elle va se faire passer pour morte. C'est beaucoup moins dangereux. La chevalière est seule, debout, au milieu de ses congénères KO. Elle voit les suivantes arriver et elle est prête à les recevoir. Pour la demi-cochonne, il est temps de ralentir la cadence. Sa tactique étant percée à jour, il est plus judicieux de se concentrer maintenant sur l'objectif. D'autant plus que le centre du stade a déjà subi un sérieux tri, d'après le nombre peu élevé d'individus qui s'y tiennent encore debout. Elle trottine donc vers le centre en terrassant quelques ennemis qui ne méritent pas une description détaillée de leur combat inintéressant. Alderzibou continue son petit bout de route à son rythme, surgonflant les muscles de celles qu'il croise, surprenant celles qui n'ont pas pu l'observer. La demi-cochonne ralentit sa course pour l'analyser précisément. Les survivantes qui ne sont pas sous l'emprise d'une adversaire en profitent également pour contempler cette machinerie, espérant pouvoir y déceler une faille. Une autre guerrière est sur le point de se faire avoir, on dirait. Tout à fait, oui, tout à fait, Michael. Elle plante sa lance dans Alder. Elle tente de l'extirper. Je dirais plutôt qu'elle ne parvient pas à l'extirper. Elle appuie sa main contre l'armure. Réflexe idiot. On voit bien les muscles de la main changer de volume. C'est assez écœurant. Son réservoir goutte sur l'épaule et sur le visage de la malheureuse. Les surfaces en contact avec la substance triple de volume, Sid. Sid. Elle renonce immédiatement et court en direction de la sortie. J'en connais une qui retient ses larmes. La sans-mêlée voit Monsieur Zibou se tourner dans sa direction. Elle ne peut rien faire face à un tel engin, mais il est bien plus lent qu'elle.
Il faut aller droit au but immédiatement. Après, ce sera trop tard. Cette femme nonchalante qui porte un blouson au nom de Morse a continué sa marche sans chercher à offenser qui que ce soit. Une participante qui passe par là en trottinant lui tranche le bras en passant à proximité. Celui-ci tombe sur le sol, tirant avec lui la main qui passait un moment agréable dans l'obscurité de sa poche. Morse grimace. Une mercenaire courant dans l'autre sens donne un coup de sabre à la première femme qui vient de passer. Partie sur une bonne lancée, elle vient à son tour près de l'estropié et lui tranche l'arrière de la cuisse. La lame traverse la chair et la quitte aussi sec. Cette tentative succincte se solde par la fuite de son exécutrice, ou par une simple course. Il est tout à fait possible que cette dernière ne se soit pas rendue compte que le coup n'a pas forcément procuré l'effet escompté. Morse fait alors demi-tour. Elle claudique jusqu'à atteindre son bras, le ramasse, puis le recolle à la partie sectionnée. Il a l'air de tenir. Elle se remet à marcher dans le bon sens, celui de son objectif. Parmi les nouvelles ennemies qui sont arrivées au centre, beaucoup ont déjà rejoint la surface de la Terre à défaut de manger les pissenlits par la racine. Pratiquement toutes sont tombées à l'exception d'une femme exécrable, pas sur le plan humain mais plus sur le plan physique. Elle n'est pas cruelle, mais elle est d'une mocheté sans égale. Ses pommettes sont saillantes comme des récifs, ses yeux ne sont pas symétriques. Elle possède le reste d'un nez dont les poils sortent des trous dans lesquels la vue de toute personne qui lui a parlé a dû être absorbée. Son visage est poli comme un radis dont la partie en pointe serait le menton, tandis que la couleur de sa peau est dépigmentée comme une carpe coille. Et pas une belle. Sur le haut de son crâne, ses cheveux gras sont dégarnis à la façon d'un homme qui n'assume pas sa calvitie, car long au milieu pour couvrir l'étendue des dégâts sur le devant. Sa maigreur et sa musculature extrêmement sec lui donnent cependant un avantage de vitesse redoutable, surtout avec l'arme qu'elle manie. Un sac qui contient des grosses pierres. Sa technique de combat, bien que rustre, a l'air d'être très efficace. De temps à autre, elle pioche dans le contenu de son sac afin d'atteindre une cible à distance, mais la plupart du temps, et dès que la femme chevalière l'approche, elle fait tourner autour d'elle son énorme sac à cailloux. Le poids de ses protections, ajouté à celui de la fatigue du combat qui dure, ne permet pas à la femme en armure d'être extrêmement mobile. D'autant plus qu'en observant la ceinture de cette nouvelle ennemie, la chevalière a remarqué une fine dague qui pourrait être utilisée afin d'achever ses adversaires lorsqu'elle les a cloués au sol. Elle ne court donc pas le simple risque d'être assommée en perdant ce combat. Elle pourrait y laisser sa vie. Elle s'oblige donc à rester focalisée sur cet horrible adversaire, dans les deux sens du terme, sans pour l'instant entrevoir une réelle solution pour s'en débarrasser. Morse arrive en marchant tranquillement, les mains dans les poches. Oh, sérieux? C'est pas cool ce qu'elles ont fait à l'échelle. Comment on va faire maintenant? Elle passe sa main dans ses cheveux pour en faire un chignon. Ouais, faites comme si j'étais pas là. Je suis une condamnée, vous emmerdez pas, voyez. D'une main, elle sort 2 grandes et épaisses baguettes de bois qu'elle utilise pour fixer sa nouvelle coiffure. Ce qui dégage sa peau flétrie et abîmée, témoignage d'une blessure qui ne se cicatrisera jamais. Celle de toute une espèce. Bon. Ne me jugez pas, l'amour n'a pas de valeur. Allez, ce sera d'abord... toi. Elle attrape une fille par le col et la ramène sous la grosse boîte en verre. Elle va en chercher une autre et continue d'empiler, comme ça, cadavres et comateuses pour en faire un petit monticule. La demi-cochonne rejoint le centre de l'arène où se tiennent les dernières survivantes. La lame de sa hache s'est un peu tordue. À force de cogner des armures de front, cela devait arriver. Heureusement, les adversaires ne sont plus très nombreux. Le tri a été fait. Il ne reste plus que 4 participantes qui n'ont aucunement envie de fuir et un participant qui donne pourtant toutes les raisons de le faire. On y va là ? Chez eux, plusieurs spectateurs et spectatrices retournent vérifier leur gazinière ou couper les ingrédients de leur salade composée. Les habitants savent très bien qu'ils sont entrés dans la partie la plus ennuyeuse du spectacle. Seuls les yeux les plus aguerris se délectent des stratégies d'esquive et de la patience dont ces champions et championnes font preuve pour venir à bout d'adversaires. Elles doivent asséner le bon coup au bon moment avant de recevoir un mauvais coup au mauvais moment. Une condamnée, une moitié de cochonne, une chevalier.
un squelette maquillé et un laidron contre un homme de fer et de poison. On pourrait croire à une histoire drôle, mais il n'en est rien. C'est bel et bien le combat qui se déroule sous nos yeux. Tout à fait. Interloqués, les participants cherchent autour d'eux le dit squelette maquillé. Au loin, près de la barrière de départ, se tient en effet un squelette, du rouge à lèvres là où il n'a plus de lèvres, et du crayon noir lui dessinant des cils autour des orbites où il n'a plus d'yeux. Visiblement pas très à l'aise avec la situation, il leur fait un timide petit coucou. Morse lui répond de la main en toute sympathie. Je sais pas pour vous, mais de mon côté, mes pronostics sont faits. À moins qu'un participant rusé ne sorte des monceaux de cadavres pour s'hisser jusqu'en haut du podium. Mais où est ma jambe? Oui, perds pas espoir, Sid. Le plus grand plaisir des spectateurs désintéressés par cette phase plus experte réside à présent dans le fait de regarder les plus faibles ramper jusqu'à la sortie, luttant dans leur mince espoir d'évasion comme des insectes à qui on aurait ôté les pattes. En attendant l'arrivée d'Alder en armure, les participantes s'avancent pour se porter des coups ou reculent pour ne pas avoir à les subir. Les femmes s'esquivent encore et encore, à part Morse qui s'en tamponne le vagin et qui se contente d'empiler les corps en encaissant les coups et la douleur. L'instant devient suffocant. La peur est partout, la fatigue aussi. Contrairement aux apparences, les morts sont peu nombreux, mais la mort reste la mort, et les blessés lui font un écho tant que personne n'a la certitude du sort qui lui est destiné. Alder Zibou arrive près des demoiselles sans faiblesse. Il joue avec son avantage, celui d'être intouchable. Il avance d'un pas subitement ici et là. Il gagne du terrain puisqu'il sait qu'elles ne peuvent que le fuir. Alors, personne veut me faire un petit câlin? L'arsenal vivant se rapproche lentement mais sûrement de la sphère en verre. À ton avis, ça fait comme pour les autres si tu me touches? Ah bon, tu vas bien voir. Oh non, la flemme de traîner un handicap de plus toute ton existence. Morse laisse son dernier cadavre en plan et remet ses mains dans son blouson. Le visage pas plus affecté que ça, elle cède la place en reculant de quelques pas. L'armure d'Alder Zibou est un rempart insurmontable. Lent, mais impénétrable. Ses jambes poussent le petit escalier de corps soigneusement entreposé par Morse, d'une taille aussi ridicule qu'inutile comparée à lui. Ouais, c'est con quand même d'être bloqué par un homme dans un combat de femmes. Quel enfer. Pas comme ça, il doit y avoir une solution. La masse métallo-mousseuse avance paisiblement vers son objectif. Il est si grand qu'il n'aura qu'à tendre la main pour cueillir le bouquet final qui l'attend. Pourquoi pénétrer un homme quand on peut simplement lui passer dessus? La demoiselle mi-cochonne, mi-désespérée lance sa hache dans le sol pour la planter. Sa main gauche étant libre, elle retire maintenant ses pièces d'armure à toute vitesse. Elle arrache le crop-top d'une fille morte. Mais c'est mon crop-top. D'une fille pas morte, qui végétait dans la pelouse. Elle déchire en deux le tissu subtilisé et enveloppe de plusieurs tours ses mains avec. Elle continue sur sa lancée de larcin en retirant les 2 baguettes des cheveux de Morse, ce qui libère l'étendue de sa volumineuse chevelure blanche. Dans son cockpit, Alder Zibou actionne sa manette afin de lever sa main. La demi-cochonne court vers le dos de l'impénétrable Alder. Elle saute sur le manche d'une épée enfoncée dans la jambe en mousse, puis continue son ascension jusqu'en haut en plantant ses baguettes de bois dans la matière. À mesure qu'elle grimpe, l'étrange bave imbibe l'extérieur de ses vêtements. Son pantalon trop imprégné commence à affecter sa peau. Plus elle grimpe contre la paroi, et plus le liquide coule dans l'ouverture de ses chaussures. Les muscles de ses pieds et autour de ses genoux commencent à gonfler et ses mollets à grossir. Elle arrive au-dessus de l'homme en éponge. Elle enlève le vêtement de sa main gauche et appuie sur la matière qui dégorge généreusement de produits. Sa main grossit démesurément, devenant aussi lourde qu'une masse. Ses muscles tirent sur ses os. L'élasticité de sa peau atteint ses limites. Ses veines quintuplent de volume, ses doigts sont tétanisés par cette transformation. Elle n'attend pas de contempler ce qui lui arrive et se met à courir le long du bras géant qui s'approche de la vitre. Le poids de ses jambes change, ses genoux tremblent de ne plus pouvoir supporter ce changement corporel, mais elle ne s'arrête pas. Elle profite de son élan pour sauter du plus haut qu'elle le puisse, préparant son bras gauche à frapper. Son regard se pose sur le prisonnier de son désir.
dont les paupières sont toujours fermées. Elle porte avec sa main tuméfiée le coup le plus puissant qu'elle est capable de donner. Un impact se forme. La demi-cochonne retombe vers le sol. Son regard s'éloigne de la cage transparente. La guerrière s'écrase dans l'herbe, incapable de faire plus que ça. Le verre éclate à l'endroit de la frappe. La vitre se fissure et cède sous le poids de sa récompense. La cage de verre tout entière explose. Waouh! Un large ruban rouge se déroule du cocon percé jusqu'à la pelouse verte, y déposant comme une caresse le prisonnier tout juste délivré. Il est attaché à ce drapé par la taille. Ses bottines touchent le sol, accompagnées d'une certaine grâce. Et la victoire reviendra Lenny Zarion. Quoi? Sérieux? Un grand bravo, c'est absolument mémorable. Je suis bouche bée. Sérieux? La pression se relâche subitement, mais pour les perdantes, elle est vite remplacée par l'amertume de la défaite. Voici le véritable trophée vivant qui se tient debout face à sa championne. Il ouvre les paupières. Ah, ses yeux sont marrons, mais ils lui vont bien tout de même. Le jeune homme dénoue cette liane de tissu qui le rattache à sa chrysalide. Il est vêtu d'un t-shirt blanc qui semble avoir été taillé pour lui et d'un jean noir déchiré qui ne montre pas même un iota de sa peau. Il se présente là, avec une simplicité rassurante. Il sourit paisiblement comme si le champ de bataille qui les entoure n'existait pas. Salut. Lenny se relève sur ses genoux en s'aidant de son seul bras presque plus ou moins intact. Son arcade sourcilière est fendue. Un futur bleu viendra l'accompagner dans les sabliers qui suivent. Sa peau est labourée de micro-coupures et ses jambes et sa main sont sclérosées par le poison qui a lesté ses muscles. Elle ne parvient pas à faire plus que relever la tête dans la direction de son bienheureux. Lui, il lui tend la main comme une invitation à saisir le toucher rassurant de sa peau. Il se présente là avec une simplicité rassurante. Il sourit paisiblement comme si le champ de bataille qui les entoure n'existait pas. Alors comme ça, c'est toi qui es ma championne? Non, ça va pas le faire. Je mérite mieux que ça. Ça vous a plu? Et si vous partagiez cette histoire en vrai, autour de vous? Les aventures de Lenny reprendront dès que possible. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines avec une autre histoire.